On se concentrer sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Chad. Comment ça va mon copain? Salut à tous, salut les copains. Bah, ça va, écoute, heureux de parler de foot et des États-Unis, plus particulièrement des États-Unis aujourd'hui, quoi. Ouais, mais je vois que tu nous as sorti un petit maillot Griezmann derrière, un petit maillot de l'équipe de France. Tu commences à te mettre dans celui-là, c'est 2016, ouais. Mais ça ressemble aussi vachement aux couleurs US, c'est le blanc, le bleu. T'as voulu faire un peu entre les deux. T'as voulu nous faire un petit rappel, mais quand même, t'as commencé. Club américain pour un continent nord-américain, quand même. Ouais. En plus, Griezmann qui va partir en plus en MLS, en plus. Ouais, t'as essayé de faire des liens. T'as essayé de faire des petits liens. Bon, alors, les copains, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dites-nous si pendant le débat, on est plutôt dans le vrai ou si on est plutôt ailleurs. Et puis c'est plus sympa aussi, ça peut nous permettre de pouvoir rebondir à certains endroits. Pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis écoute mon copain, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Les États-Unis, ça va jusqu'où au Mondial 2026? Alors, je pose un peu la question provoque, peut-être ou pas. Est-ce que ça peut espérer le dernier carré? Spontanément comme ça, mon copain? Oui. Toi, tu partirais sur un oui ou plus de scepticisme? Ah oui, ils sont à domicile. Alors bon, les États-Unis, il faut savoir que c'est une équipe qui est difficile à jauger déjà de base à peu près, mais depuis que je fais le foot, ça m'a toujours intéressé parce que les États-Unis, c'est les États-Unis. Donc bon, déjà moi, je suis fan de NBA, donc bien évidemment que voilà, je suis pas très objectif. Ça peut aider. Ouais, voilà. Donc, les équipes américaines, généralement en sport, je suis, tu vois. Puis, c'est les États-Unis, quoi. Donc, et l'évolution sur 10 ans, malgré tout ce que les gens disent, que ce soit grâce au championnat de la MLS ou même au global, est réelle. Par contre, je pense vraiment que le niveau, comme sur tous les continents, est monté. Après, il est vrai qu'avec cette équipe des États-Unis, il y a toujours ce truc où c'est chaud-froid. C'est-à-dire que quand tu t'attends pas, ils vont faire un parcours. Ils font des parcours corrects en Coupe du Monde en général. Ils sont loin d'être ridicules. Même si c'est surtout qu'avant, c'était un ancien format. Là, à domicile, avec la pression qu'ils ont, parce qu'ils vont avoir la pression, ça c'est vrai. Il faut le noter que c'est pas une équipe de France, là, on parle des États-Unis, donc c'est bien différent, mine de rien. Ils sont pas forcément habitués à l'avoir, cette pression. Moi, je pense que c'est minimum quart de finale, sinon ça va être un scandale. Voilà. Ah ouais, donc on met la barre haut dès le départ. Bon, là, je suis en train de partager le classement FIFA pour un peu illustrer ce que tu dis. Mine de rien, c'est une équipe qui est 16e au classement FIFA. Alors après, je le répète à chaque fois, le classement FIFA, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même une certaine lecture un peu de tes performances et un certain état des lieux de la performance d'une sélection. Et 16e, tu vois quand même que les États-Unis, c'est devant l'Uruguay, devant le Japon, la Suisse, donc des mondialistes. Mais je rejoins un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire on sait jamais réellement où les placer dans une Coupe du Monde. Et là, encore plus, c'est pour ça que le débat pour moi est intéressant,
c'est que là, d'autant plus qu'ils sont à domicile, est-ce que là, ça peut les rehausser dans ce fameux plafond de verre qu'ils semblent avoir, c'est-à-dire le 8e quart de finale, tu sens bien que ça devient compliqué après. Est-ce que là, pour toi, par exemple, je viens de te poser la question, ce plafond de verre à domicile, il peut se percer pour toi cette année? Alors en fait, je vois ça aussi positivement que négativement, pour être très honnête, parce que justement, je reviens au point que je disais tout à l'heure, ils sont pas habitués à avoir cette pression d'une grande nation. Parce que là, ils ont la pression, mine de rien, d'une grande nation. Tu vois, nous, la France, entre guillemets, les joueurs sont préparés, ils jouent dans des grands clubs européens. Depuis qu'ils sont petits, tu vois, en Europe, on a cette culture de la pression. Je pense qu'aux États-Unis aussi, hein, notamment lié au basket. Tu sais, souvent, les Américains se moquent des Européens parce qu'ils disent que, tu vois, il manque un truc. Et c'est vrai, je pense qu'il y a vraiment un écart de malade. Ouais, voilà, comme nous, au foot, et nous, c'est exactement pareil. Mhm. Tu vois, nous, le foot, tu vois, il est vrai que, bon, alors, peu importe les milieux sociaux, mais c'est vrai que c'est un foot de rue. Tu vois, peu importe le milieu social, mais en France, c'est vrai que c'est le cas, c'est les city stades, c'est tout ça, tu vois. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'eux, ils ont plus une culture de, c'est les fils de riches qui jouent au foot ou les immigrés, tu vois, les fils d'immigrés, par exemple. Ou voir que les Américains. Voir, c'est un sport universitaire, mais c'est différent. Et c'est très coûteux, hein. Ouais. Enfin, je sais pas si tu sais, j'ai regardé justement, on parle de $5 000 la licence pour un enfant de 6 ans. Pour une année, tu vois. Pour une année. Pour une année. $1 En France, tu payes 200 €, c'est scandale, hein, au licencié du club. Hein. Exactement. Donc, forcément, sur l'approche, évidemment, sur le vivier, et puis sur les enfants, parce que derrière, c'est ça. Et puis, tu as une vraie séparation, parce que tu as plein de sports aussi aux États-Unis, on est obligé d'en parler forcément. Il y a une culture sport très imprégnée dans le pays, mais le soccer, comme on dit là-bas, ouais, t'es partagé entre plein de sports, la NBA, le baseball, le foot américain. Enfin, t'as énormément de concurrence. Et oui, ça peut-être aussi nous amener à ce point d'interrogation, c'est-à-dire tu sens pas tout un pays derrière son équipe de foot. Alors, est-ce que ça va être le cas ? Parce que est-ce que tu penses que en fait, ouais, moi je pense que ça peut être le cas. C'est que tu vois, les Américains, ils sont chauvins, mine de rien, c'est les Américains. Donc, les sports les plus importants pour eux, c'est leur sport. Tu vois, c'est baseball, foot américain et basketball. Bon, après, maintenant que tu fais ce constat, il reste une 4e place. Et avant, c'était pour d'autres sports mineurs. Maintenant, mine de rien, de plus en plus, et la majorité des Américains seraient sûrement d'accord avec ce que je dis, ça devient le football, tu vois. Parce qu'il y a une vraie culture soccer, et notamment depuis que Messi est arrivé, bon, voilà, c'est comme nous c'est comme nous avec Neymar en Ligue 1. La Ligue 1, elle a encore, bon, ça a changé, nous, en Ligue 1, c'est-à-dire que le foot était déjà populaire, mais ça a quand même ramené de la lumière. Voilà, ça t'apporte une autre lumière, et forcément, derrière, bon, bah, ça peut rejaillir, ok, j'entends, sur une possible passion, on va dire, du peuple américain qui se passionne pour son équipe nationale pendant la Coupe du Monde. Ils sont très nationalistes en plus, donc je pense que s'il y a pas d'autres compétitions, en fait, c'est simple. Il y a pas, à moins que j'ai oublié un truc, il n'y a pas d'autres compétitions majeures cet été. Tu vois, contrairement à l'année dernière où tu avais Gold Cup plus la Coupe du Monde des clubs, d'ailleurs. Anomalie, hein. C'est vrai que, c'est peut-être pas le moment pour en parler. Il y a eu la Gold Cup qui s'est passée en même temps que la Coupe du Monde des clubs l'année dernière et personne n'en a parlé. C'est comme si on avait l'Euro et qu'en même temps il y avait la Coupe du Monde des clubs qui jouait à Berlin et qu'il y avait l'Euro à Paris, par exemple. Ah, mais clairement, on est parti l'année dernière. On parle pas, mais c'est Infantino. Mais... Ah oui, pour pouvoir mettre cette fameuse Coupe du Monde des clubs, c'est une folie. Il y avait il est passé en force. Donc quitte à tout décaler, quitte à tout machin pour pouvoir mettre cette Coupe du Monde des clubs qui en plus, alors honnêtement, moi je te parle juste d'un point de vue foot, elle n'avait pas un intérêt extraordinaire. C'était sympa parce que c'était une période. Ça servait des intérêts financiers et l'ego d'Infantino, c'est tout. Mais c'était pas très intéressant. Bon, là, on a fait un peu de leur terrain, mais on est obligé forcément quand on parle des États-Unis 2026, parce que voilà, voir si déjà ce côté public, ça peut aider. Donc toi, tu sembles dire que oui, ça peut être le cas. Bon, maintenant, on va rentrer un peu sur le terrain maintenant. Et là, sur le terrain, je partage la liste. Je vais les donner. Alors, tu me dis, on va déjà faire poste par poste. Donc, au but, on a Chris Brady des Chicago Fire. On a Matt Freed du New York City FC. Et on a Matt Turner des New England Revolution. Alors, moi, spontanément, je pense à Matt Turner parce que c'est celui que je connais un peu, qui est passé en Europe. On peut dire que ce genre de gardien, c'est synonyme de bon parcours dans une Coupe du Monde. C'est fiable,
pour toi, Matt Turner? Moi, je trouve que. Bah alors après, il faut comparer ce qui est comparable parce qu'à l'époque, c'est vrai que les États-Unis avaient toujours de grands gardiens, des Guzan, et j'en oublie. Enfin, les États-Unis, les premiers joueurs auxquels on pense, c'était les gardiens à l'époque. Timo Moi, je trouve Ward que c'est un gardien aussi. correct. Timo Ward, Ward voilà. aussi, et Timo Ouais, Ward, voilà, mais il y en a eu pas euh, mal. À Everton, ouais, notamment, ouais. Et qui, voilà, c'est vrai que bon, la stature des gardiens, on peut se dire, ouais, c'est un peu faiblard. Mais bon, je tiens à rappeler que maintenant, il y a des Zach Stephen, des mecs comme ça qui sont pas appelés, alors qu'ils sont, tu vois, pour plein de sélections qui seraient correctes. Je trouve qu'il y a un niveau homogène. Je trouve pas qu'il y a un gardien qui surperforme par rapport aux trois autres, tu vois. Enfin, si, Matt Turner, quand même, un petit peu. Mais je trouve pas que ce soit l'écart que tu as entre un Risser et un Maignan, tu vois, par exemple. Oui, peut-être que c'est plus homogène. Maintenant, moi, voilà, je t'amenais un peu sur cette fameuse question parce que c'est un peu notre fil rouge. Est-ce que ça peut espérer le dernier carré dans cette Coupe du Monde, les États-Unis? Pour toi, c'est compatible. On va dire le niveau d'un Matt Turner. Le gardien, oui. C'est pas déconnant si je te dis que ce gardien-là, il fait dernier carré en Coupe du Monde. Oui, qu'il est même une révélation et qu'il finit, je sais pas, à Lyon, une connerie comme ça. Ouais, je serais pas étonné. Ouais, bah. Non, vraiment. Hein. Je crois que pendant un temps, ça devait être le cas. Hein. Ça devait être le cas oui. à la fin de l'expérience. Ouais, mais bon. Je crois que ça devait être le cas. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Et puis bon, maintenant, ils ont pas, avec Grief et tout, ils ont pas besoin. Donc bon. Ouais, je pense qu'ils ont pas besoin. Donc, ok. Bon, le gardien, on va dire moyen plus, mais c'est pas. Ouais, c'est pas la force, c'est pas la faiblesse pour moi. Ok. Bon, alors après, on arrive dans les défenseurs. Alors là, on a Max Arsten, qui joue à Columbus. Serginho Dest, qu'on connaît un peu plus, qui joue au PSV. Alex Freeman, qui joue aussi à Villarreal. Mark McKenzie, qui joue à Toulouse. Tim Ream, qui joue au Charlotte FC. Chris Richards, qui joue à Crystal Palace, qui a remporté la Conference League hier. Anthony Robinson, qui joue à Fulham. Miley Robinson, qui joue à FC Cincinnati. Joe Scaly, qui joue à Mönchengladbach, non? Et ouais, c'est ça. Et Austin Trusty, qui joue au Celtic. Bon, alors, si je donne tous ces noms-là avec les clubs, c'est qu'on est très clair. Il n'y a pas dans ces noms-là, on va dire, une star ou un joueur majeur dans l'axe défensif qui va emmener tout le monde. Là aussi, il y a Rim quand même, parce que Rim. Voilà, dis-moi toi ce que t'en penses. Est-ce que pour toi, il y en a qui se démarquent dans cette liste-là, ou pareil, on est sur de l'homogénéité comme pour les gardiens? Moi, je trouve justement, après c'est mon avis personnel, que en fait, à la fois, c'est bizarre parce que des fois, j'ai envie de dire que c'est la faiblesse et à la fois la force, parce qu'en fait, quand je regarde les noms, c'est que je sais pas comment dire, il y a pas de valeur sûre, mais à la fois, il y a des joueurs qui ont montré des choses où tu te dis, franchement, s'il y est à 100%, ça peut être la révélation. Tu vois, un Rim, par exemple, je crois que c'est le joueur le plus capé là de l'équipe. Si je dis pas de bêtises, ça doit être 80 et quelques sélections. Est-ce qu'il va être titulaire? Parce que aussi, le truc, c'est que Pochettino a quand même la fâcheuse tendance à faire beaucoup tourner sa défense, notamment. Ouais, il a pas le milieu est souvent le même. Mais... C'est petit pour l'instant. Ouais, non, et puis même au niveau des schémas, ce que je regardais hier soir, il change tellement de schémas que bon, il n'y a pas de certitude. En général, il choisit quand même le même 11, si je peux dire. Mais il n'y a pas de certitude. À part en attaque, j'ai l'impression vraiment son attaque, elle est figée quasiment. Ouais, tu vas voir, on va en parler après. Mais c'est pour ça, on va y arriver. Mais il y a. Mais sur les milieux et la défense, non. Ouais, ça semble encore mouvant. Alors après, comme tu dis, dans les joueurs, il y a des joueurs qui ont des qualités. Même un McKenzie qu'on voit souvent en Ligue 1. Franchement, c'est un bon défenseur et qui fait pas tâche. T'en parles pas, mais il y a pas Miles Robinson. Miles Robinson n'a pas été pris. Si. Ouais, parce que Miles Robinson à Atlanta, super joueur aussi. J'en ai pas parlé. Super joueur de MLS. Miles Robinson, je serais pas étonné que ce soit la révélation. Tu vois, alors peut-être que ça peut être là aussi que ça peut nous surprendre. C'est que dans les noms connus du grand public, bah oui, tu vas peut-être bugger sur certains parce que t'as pas forcément les refs. Maintenant, ça n'empêche que les joueurs sont compétitifs et dans les clubs fréquentés, quand même, encore une fois, t'as du PSV, c'est du top MLS, c'est pas la MLS. Ouais, mais t'as aussi Crystal Palace, Fulham, Celtic. T'as quand même des joueurs qui sont pas non plus que des attention, que des inconnus. Parce que le truc, c'est qu'aussi, alors, des fois, je trouve que certains joueurs américains sont sous-cotés, et des fois, justement, parce qu'ils sont américains, tu vois, Joe Scaly, quand il est arrivé, j'ai adoré.
Et là, ces dernières années, il commence à me lasser. Tu vois. C'est-à-dire que le potentiel qu'on lui prédisait, il en est très loin, mine de rien. C'est pour ça que Mönchengladbach, qui avait prévu d'ailleurs de le vendre 20-30 millions, ils n'arrivent pas à le refourguer, même à des clubs saoudiens. Ouais, ça risque d'être plus compliqué que prévu pour arriver à le vendre. Malheureusement. Alors qu'il avait, sur le papier, c'était peut-être le plus gros potentiel. Je pense même qu'il était plus coté que Sergio Dest par les Américains. Peut-être pas en Europe, hein, mais par les Américains, tu vois. Joe Scaglie. Bon, alors après, au milieu, là, peut-être que on va commencer un peu à trouver d'autres choses plus cohérentes, enfin plus clinquantes, pardon. Alors, on a Tyler Adams de Bournemouth, on a Sébastien Berhalter de Vancouver, on a Weston McKennie de la Juve, Joe Reyna de Mönchengladbach lui aussi, Christian Roldan de Seattle et Malik Tillman de Leverkusen. Bon, là, il y a quand même deux, trois joueurs un peu plus, tu vois, directement. Un McKennie, je me dis que ça peut être le joueur un peu d'expérience, mais encore compétitif pour pouvoir emmener cette équipe-là loin, non? Bah, en fait, tu veux que je te dise mon opinion. En fait, McKenzie et Tyler Adams, vu que j'ai à peu près leur âge, je les connais depuis qu'ils ont 16-17 ans. Ouais. Ils sont avec l'équipe des États-Unis depuis au moins 4 ans. Pour moi, c'est la déception parce que c'est des joueurs qui estiment ont un certain vécu, une certaine expérience. Et pourtant, quand les États-Unis jouent, je trouve que c'est plat. Je sais pas comment t'expliquer. En général, ces deux-là, ça va être normalement, enfin, à moins qu'ils changent, parce qu'on sait jamais avec Pochettino, ça sera normalement les 2-6, les 2 doubles pivots des États-Unis à la Coupe du Monde. Mais moi, je te dis, quand c'est eux, le jeu est plat. Je sais pas comment t'expliquer. C'est la sensation que j'ai, c'est plat. Ok, je vois ce que tu veux dire. Il y a pas, tu sens pas le dépassement de fonction dans la manière de jouer, la prise de risque et un peu d'audace. Tu sais, genre, je dépasse le schéma et mon rôle qu'on m'a donné. Et s'il faut aller apporter le surnombre ou s'il faut aller faire quelque chose d'autre, compliqué. Ouais. Tu te dis, mais bon. Alors après, sur le reste des milieux, tu vois, parce que c'est les deux vrais 6, tu vois, et je pense qu'hors blessure, ça devrait être les titulaires. Il y a Malik Tillman qui était la révélation de PSV Eindhoven et qui pour moi va être peut-être. Ouais. Hein? Et moi je trouve qu'il a pas confirmé entre ce qu'il avait montré au PSV et là ce qu'il a montré cette année. Après les Leverkusen, c'était compliqué quand même. Voilà, c'est ça le contexte Leverkusen maintenant à la suite de Xabi, c'est compliqué mine de rien. Ah oui. Et comment dire? Non, moi je pense que en fait, tu vois, c'est un peu ce joueur. Je sais pas comment expliquer, parce qu'il y a Joe Reyna aussi, Joe Reyna qui je pense pour la plupart des suiveurs de foot connaissent. Ah oui. C'est l'énorme espoir du côté de Dortmund, très jeune encore, hein, 2002 je crois, donc 23 ans. Mais malheureusement, moi je pense que ça va pas le faire. Légende, son père est une légende des États-Unis, il faut le savoir. Ah ouais, Joe Reyna. Joe Reyna, c'est quelqu'un aux États-Unis, c'est quelqu'un de très respecté. Et du coup, il a aussi peut-être souffert de ça à un moment, c'est être le fils d'eux, tu vois. Alors qu'il avait un vrai talent et balle au pied, je pense que plusieurs l'ont vu que Giovanni Reina, c'était pas pour rien, c'était devenu football. Ah ouais, et pour moi, ça peut être peut-être, tu vois, alors, j'en sais rien pour la suite de sa carrière, mais là, il a une opportunité énorme je te dis pas de rattraper le temps, parce que le temps perdu ne se rattrape pas, malheureusement. Ah bah si, parce qu'il en a perdu, hein, malheureusement. Mais voilà, tu vois est-ce que là, ça pourrait pas être l'occasion pour lui, parce que dans cette équipe-là, dans ce secteur de jeu, alors après, on va revenir un peu avec les attaquants. Il y en a certains qui peuvent aussi jouer au milieu et tout ça. Mais dans ce milieu de terrain-là, c'est lui la touche technique. Parce que comme on vient de le dire, un Tyler Adams et un Weston McKennie, ça reste un peu neutre. Si on Tyler Adams, pour moi, c'est un pur 6, alors que Weston McKennie est plus box-to-box. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis d'accord. Donc, pour moi, Reina, il peut t'apporter un plus. Tu vois, il peut... Pour moi, ça va jouer entre Tillman et Reina, un peu cette folie. Je sais pas si tu vois. Ok. Bah, en tout cas, là, lui, c'est une vraie occasion pour lui. On vient de le dire. C'est une vraie occasion pour lui. Ça va pas être simple parce que je pense que dans la tête de Pochettino, Tillman arrive en confiance. Mais ça a été plus compliqué à Leverkusen, je te rejoins. Mais Reina, faut pas oublier que en fait, 16, 17, 18, 19, c'est un truc de fou. Il est tellement jeune à Dortmund, il est vu par tout le monde. Enfin, c'est la folie. Et après, ces petits prêts, alors j'ai oublié où, mais il a été prêté en Première Ligue et en Championship 2 ans. Et ça l'a complètement tué. Je crois que c'était Middlesbrough. Non, je sais plus, j'ai plus le nom. J'ai oublié dans quel club de Première Ligue il a été. Nottingham, non? Ouais, mais je sais même. J'ai oublié, enfin bref. Et Non, Kata et depuis. En tout cas, la progression, on l'a vu.
la fameuse progression qu'on attendait de lui après les débuts prometteurs du côté de Dortmund, ils sont pas venus. Donc, est-ce que là, dans ce contexte, alors ok, il va y avoir une surmédiatisation, une surpression peut-être un peu importante, mais c'est peut-être l'occasion, je te dis, de rattraper une partie du temps perdu, parce que ça reste un très beau joueur de foot et que je pense qu'on va être d'accord, des beaux joueurs de foot, on a envie qu'ils soient performants sur le Il n'y en terrain. a pas 15 ans. Cette équipe des États-Unis, il n'y en a pas 15. Bah, il y en a pas 15 000. Alors, on va arriver sur les attaquants, et sur les attaquants, c'est peut-être là où t'as Il y a peut-être plus de références. le plus de références, parce que dedans, t'as un Brendan Aronson de Leeds, Folarin Balogun de Monaco, Ricardo Pepi du PSV, Christian Pulisic de l'AC Milan, Timothy Weah de l'Olympique de Marseille, Haji Wright de Coventry et Alejandro Zendejas du Club América au Mexique. Donc là, quand même, là, il y a des joueurs qui ont encore des références supérieures. Non, par contre, les États-Unis, niveau attaque, enfin, tu vois, moi, c'est ça qui m'a surpris parce que, ayant pas mal suivi les États-Unis, je pensais que la génération actuelle 2026, ce serait une génération de gros milieux de terrain, tu vois. Ouais. Et au final, non. Non, c'est vraiment une grosse. Enfin, après, ça dépend comment tu considères Weah, mais en tant qu'ailier, moi, je le vois plutôt comme un attaquant. Avec les États-Unis, oui. Réserviste et piston, mais ils sont plus dans la partie attaque avec les États-Unis. Ouais, voilà. Et à la Juve les dernières saisons, je dis pas, mais voilà, il est plus utilisé en piston, voire il est en complet. arrière. C'est ça que j'aime bien chez Timo Weah, c'est que il rechigne pas à la tâche, tu vois. Genre, on lui dit va côté, va axe, il va, quoi. Ah ouais, non, franchement, c'est un joueur de devoir. La vraie signification du joueur de devoir, il y a strictement rien à dire sur lui. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'un Pulisic, là, il peut endosser le costume du. Moi, j'ai peur, justement. Ouais. Justement, parce que les États-Unis voient. Et ils ont pas tort hein, d'admirer Pulisic, hein, parce que c'est un peu leur coqueluche, c'est un peu Beaucoup, les Américains disent que c'est leur LeBron James du soccer. Moi, j'aime pas cette expression parce que bon, tu compares quand même la légende ultime d'un sport, enfin, on va dire discutable avec 3 mecs, avec un joueur qui, en Europe, serait un joueur. Enfin, tu mets que Pulisic en Ligue 1, avec tout le respect, il joue à Lyon, Monaco, c'est max. Hein. Ouais, bah on le voit bien. On le voit bien du côté du Milan. C'est un joueur de Monaco, c'est un Akliouche, un truc comme ça. T'es même peut-être un peu dur pour Akliouche. Akliouche, on va attendre de voir. Je comprends pas la hype Akliouche, mais ok. En fait, je suis peut-être déçu depuis 2019, mais tous les joueurs de Monaco qui sortent, que ce soit Ben Seguir, Akliouche, alors quand je les ai vus sortir, incroyable pour leur âge, mais je sais que c'est des floppers. Ils feront pas une grande carrière. Bon. Garde ça, on en reparlera. Je pense qu'on va en reparler dans les prochaines semaines de Akliouche. C'est comme les Seko Fofana, les Dissadi, tout ça, bref. Ok. Ah, j'aime bien ces petites perches que tu lances. J'aime bien, c'est intéressant. Mais donc, ouais, Pulisic, moi, j'ai la même sensation et je l'ai vu cette saison avec le Milan. Il a très bien démarré. Après, on n'a pas trop compris. On n'a pas trop compris, a commencé à jouer blessé, voire même a commencé à s'économiser. Et puis, on a bien compris que Coupe du Monde à domicile, cet été, il a donné la sensation de se préserver. Donc, c'est pour ça que je sais vraiment pas dans quelle catégorie mettre Pulisic. Est-ce que ça peut être le top player qu'on a attendu pendant des années et qui est jamais véritablement venu? Et là, pareil, pendant cette Coupe du Monde, rattraper une partie du temps perdu? Ou est-ce que, comme d'habitude, on risque d'être déçu avec Pulisic? Toi, tu pars plutôt dans quel truc? Déçu comme d'habitude? Ou tu laisses encore compliqué parce que, mine de rien, la relation avec Pochettino est loin d'être un long fleuve tranquille. Hein. Pochettino l'a souvent attaqué dans les médias en lui disant que les Américains surestiment Pulisic ou des déclarations qui vont dans ce sens, entre guillemets. Et pourtant, il lui donne la confiance. Hein. Et si tu veux, d'ailleurs, je t'en avais parlé en message, pour moi, le choix fort qu'il a fait, c'est en ne prenant pas Diego Luna, qui pour beaucoup est une hype parce que c'est un jeune joueur, mais qui est exceptionnel. Enfin, il fait 2 saisons à MLS, que c'est une équipe que le mec doit être avec les États-Unis. Et il a fait le choix, du coup, de pas le sélectionner parce que je pense qu'il aurait eu peur qu'il lui pique la vedette à. En fait, ça aurait été un casse-tête parce qu'il avait ses certitudes sur ses joueurs. Il savait que Diego Luna aurait été un remplaçant, mais que ça aurait pu être la révélation. Je pense que tu vois dans quel sens. Donc, il a préféré trancher et pas prendre de risque. Okay. Voilà. C'est pour ça qu'il a pas pris Luna et pour moi qu'il a pris les Balogun, même des Haji Wright qui sont pas des joueurs horribles mais qui ont rien à foutre en sélection. Voilà. Et au final, là, on se retrouve avec, je suis en train de partager donc les absents qu'on a dans cette liste. Bon bah, tu te retrouves avec un Tanner Tessman qui est pas pris, un Younous Moussa. C'est le perte. Ouais, Younous Moussa. Non, je comprends pas d'ailleurs. Un Tessman vu la saison qui sort.
Ah ouais, il est plutôt correct. Hein, Il a choisi des joueurs, même qui jouent en MLS. J'ai pas la liste sous les yeux, là, faudrait que je regarde. Mais Ouais, bah après, moi je te sur dis, Tessman, j'ai pas compris. j'ai pas compris. Moussa, moi je le connais aussi un peu plus, passé au Milan, et on le connaît tous un petit peu. Alors oui, il sort pas d'une très très bonne saison du côté de comment du côté de l'Atalanta. Mais je pareil. pense que vraiment Pochettino, il s'est vraiment mis en mode un peu Deschamps, logique de groupe. C'est-à-dire que je vais pas prendre des joueurs si je sais que je vais pas, il y a très peu de chances qu'ils jouent. Je pense que tu vois, et c'est un peu con d'ailleurs, tu vois, un Diego Luna, pour moi, c'est 100% cette logique. C'est-à-dire que c'est des mecs, tu vois, qui ont, un peu comme Tolisso avec Deschamps, tu vois. Tolisso, il le prend pas pour être sur le banc, il le prend pour être titulaire s'il le prend Deschamps, tu vois, dans sa tête. Ouais, je pense que c'est ça, tu vois. Et c'est la logique de groupe qui prime avant tout. Donc après, ok, ça peut s'entendre. On va basculer 2 secondes sur le parcours des États-Unis, comment ils sont venus. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a interpellé, je te le dis, mon copain, c'est de voir, de me rappeler qu'en fait, les États-Unis, dans le groupe final avec de la zone CONCACAF, bah, ça termine quand même 3e du tournoi. Alors après, je sais très bien que même s'il termine dernier, il serait qualifié quand même pour la Coupe du Monde en tant que pays organisateur. En tant que pays hôte. Tu vois, mais est-ce que ça montre pas aussi qu'à un endroit, bah, le fameux temps qui a été donné à Pochettino pour pouvoir monter cette équipe, prendre ces certitudes-là, sans avoir le stress, de l'élimination avec attention, il faut se qualifier, tout ça. Bah, au final, t'as pas survolé en fait, parce que tu termines derrière le Mexique et le Canada dans cette poule. Alors, il a été nommé, donc si je dis pas de bêtises, en juillet 2024, Pochettino. Donc quand il arrive, c'est la grande fiesta. 6 mois après, c'est la désillusion. 6 mois après, c'est le retour de la hype. 6 mois après, c'est désillusion. Et là, on est dans la hype Coupe du Monde. Du coup, les gens, ils font abstraction. Mais c'est mitigé, hein. Je le dis, c'est mitigé. Moi, je crois aux États-Unis pour faire un bon parcours, parce qu'ils sont à domicile, voilà tout le truc. Mais est-ce que ça sera dû uniquement à Pochettino? Non. Ouais. Il sera peut-être en partie, mais je trouve pas que ce soit. Je te dis, les États-Unis, bon, après, ça n'a jamais été le grand jeu, mais on se fait chier, quoi, quand on la regarde. Genre, je te dis, le milieu de terrain est plat. Enfin, pour moi, si tu sais, c'est mon avis de jeune, hein. Un coach qui est bon, il sait qu'il a besoin, sa base, c'est le milieu de terrain. Tu peux avoir une défense de merde, tu peux avoir une attaque de merde, si tu joues au ballon, tu as plus de chances de le gagner, en fait. C'est juste ça. Ah, je suis d'accord. Et toi, t'as la sensation qu'en fait, comme on l'a dit, avec ce milieu qui est un peu neutre et qui est un peu yaourt nature, si on est. Ça manque d'un Tessman, justement, tu vois. Tu mets un milieu à 3 Tessman, McKennie, et Mackenzie, voilà, et t'as ce qu'il faut, quoi. Mais là, parce que Tessman est un box-to-box, tu vois, qui sait dépasser ses fonctions, tu vois. Justement, on l'a vu avec Fonseca cette saison. Là-dessus, tu vois, le plus choquant, parce que beaucoup parlent de Diego Luna, parce que c'est un peu la pépite, tu vois, américaine. Enfin, genre, le mec, il est jeune, il a, je crois, 9 matchs, 4 buts cette saison, tu vois. Enfin, c'est pour les débuts de saison de MLS, c'est beaucoup, tu vois. C'est des très bons ratios, tu vois. Pour un ailier jeune, tout petit, en plus, moins d'1m70, tu vois, c'était la surprise. Mais pour moi, le truc où je m'attendais pas et qui me paraît choquant, et quand je l'ai vu, d'ailleurs, je l'ai vu cette année jouer, je me disais, au stade, jamais, il n'y a pas un monde où il n'est pas avec eux, sauf s'il blesse, c'est Tessman. Tessman, je comprends pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus, tu vois. Ah oui, alors, franchement, sur la fin de saison, je crois qu'il joue un peu moins avec Lyon. Ouais, mais les 6 premiers mois qu'il te fait, en fait, jamais Tyler Adams t'a fait ça cette saison. Même si Bournemouth, c'est correct depuis 2 saisons, c'est très fort. Ouais. McKennie, j'avoue que j'ai pas suivi cette saison. Non, mais voilà. Pareil. J'avoue, les choix de Pochettino, après, je vais peut-être être un peu ironique, mais est-ce que c'est pas sur la suite logique de ce qu'on a pu voir et à Paris et à Chelsea, en fait? C'est-à-dire que je suis désolé, mais moi, j'ai pas du tout été séduit par ces 2 expériences-là. Derrière Tottenham, on attendait forcément quelque chose parce que vu où il avait mené Tottenham, le style de jeu, la manière de. Je pense qu'il s'est fait porter à Tottenham. Ouais, il avait Walker, il avait Kane, il avait Son, il avait des Hochberg, enfin des joueurs qui sont sous-cotés en fait, qui étaient sous-cotés surtout à l'époque. Des Eriksen, c'est sûr. Des Eriksen, enfin, faut voir. En fait, tu fais Vertonghen, même il avait Loris. Non, l'équipe. En fait, quand tu fais l'après-carrière des joueurs et que tu sais, t'as le relatif, tu sais, des années un peu passées, tu fais. Ah, en fait, Tottenham, ils avaient quand même une équipe. C'était pas genre Arsenal, tu regardes dans les yeux. C'était pas juste parce que pendant un temps, on a loué Pochettino en mode, bon, bah, comme c'était des joueurs peut-être moins clinquants, bah, on remettait le mérite sur Pochettino. Bon, je te dis, moi, le passage PSG, alors ok, il y a cette
Il y a cette élimination du Bayern en quart de finale de Ligue des Champions quelques mois après son arrivée. Derrière, enfin, franchement, je vois aucune identité de jeu. Et puis alors, faut voir le PSG qui récupère aussi. Hein. Alors, ok, mais d'accord, mais ça reste le PSG de Tourelle. Non, mais pas dans le sens négatif du truc. Hein. C'est-à-dire que oui, alors, il a quand même Messi, Neymar, Mbappé, quoi. Ouais, tu vois, et la première saison, il arrive après le PSG qui vient de faire les finales de Ligue des Champions avec Tourelle. De Tourelle. Et Tourelle, pour moi, Pochettino, tu sais pourquoi on a cru que c'était bien? Parce qu'il y avait le reste de Tourelle. Parce que Tourelle, je l'aime pas, humainement, c'est une merde. D'ailleurs, les Allemands pourraient te faire des dissertations sur pourquoi Tourelle est un mauvais coach. Pas au sens tactique, mais au sens global, c'est-à-dire qu'il pourrira un club, le Bayern a été détruit par Tourelle, mais bon, j'en parle pas. Non, mais c'est vrai, il y a les résultats et il y a aussi le bonhomme, le personnage, et ça commence à se dire de plus en plus. Hein, ça se dit de plus en plus que. Parce que je sais pas, il y a des comparatifs. Emery, c'est un on est mec sur gentil. On est sur deux caractères complètement différents, mais largement différents entre les deux. Bah parce que du coup, il y avait la comparaison vu que c'était les deux derniers coachs du PSG à cette époque-là. Je comprends, sauf que humainement, il y a rien, rien à voir. Strictement rien à voir. Et c'est vrai que ce Pochettino qui récupère ce PSG-là, bah, je te dis, c'est aussi pareil, un peu hors nature. Et à Chelsea, alors, ok, tu peux le dédouaner un peu parce que Chelsea, c'est un bordel sans nom, parce qu'il y a du turnover de partout. Mais de la même manière, pendant un an, il a jamais réussi à mettre la patte sur cette équipe. Et il est parti. J'ai eu la sensation, en fait, qu'il avait rien apporté dans l'histoire du club et dans le truc. Donc, oui, pour moi, j'ai de grosses interrogations sur lui. Pour Daniel Levy, il a fait ce qu'il lui voulait. Il lui a fait gagner du fric. Enfin, il y a encore, à l'époque, on disait, ouais, Levy, il veut pas gagner, il veut pas dépenser, il veut juste vendre son équipe. Au final, il a fait aucun des deux. Il a vendu ses joueurs hyper tard. Son, il l'a vendu à je sais pas quel âge, ils ont rien fait. Kane, c'est pareil. Parce qu'au final, Tottenham, on retient quoi? Deuxième l'année où Leicester est champion d'Angleterre? Deuxième et cette finale de Ligue des Champions. C'est ça que tu vas retenir. Contre Liverpool, tu te prends 3-0. Waouh. 2-0, pardon. Ils prennent 2. Mais par contre, pour moi, quand il y a finale, quand ils éliminent déjà City, tout le monde, tu vois. Le truc, c'est qu'ils ont frustré tout le monde. Alors, ils l'ont mérité, hein, sportivement. Ils ont sorti City à l'époque. Mais tout le monde voulait la finale City-Liverpool. Surtout que c'était la finale déjà du championnat d'Angleterre, où ça s'est joué à que dalle de points. Tout le monde voulait cette finale, je pense. C'est ça. Et puis, bon, on va pas se mentir. Tu passes quand même un peu pour un loser quand tu es le deuxième derrière Leicester City. Vraiment. Bah, c'est ça. Même Arsenal, c'était la honte. Vraiment, quand t'es. Ah, ouais, tu vois. Donc, moi, il y a des interrogations sur Pochettino et on partage les mêmes choses. C'est-à-dire que depuis le parcours de qualif, bon, bah, oui, on a bien vu qu'il n'avait pas réussi à trouver sa main. Donc, bon, là, maintenant, je te propose de rentrer dans le calendrier des matchs qui vont arriver. Alors, déjà, avant de débuter la Coupe du Monde, les États-Unis vont faire 2 matchs. Quand tu vois la tête des matchs amicaux, c'est quand même pas mal. C'est Sénégal le 31 mai et Allemagne le 6 juin. Donc on est quand même sur 2 tests. Hein. On n'est pas sur 2 sparring partners pour les. De toute façon, les États-Unis sont coutumiers du fait. Hein. À l'époque, c'était la France. Souvent, ils affrontent au moins. C'est toujours la même règle hein, depuis 2018 pour les États-Unis. C'est une équipe africaine en général et une équipe européenne. Une top équipe. Là, ça une top équipe africaine, une top équipe européenne en général. Alors, est-ce que tu penses, t'inquiète, j'avais pigé. Est-ce que tu penses que justement pendant ces matchs de préparation, il peut trouver sa formule idéale, tel un Panoramix, ou au contraire, tu penses qu'il va continuer de faire tourner et que avant le premier match, on n'en saura pas plus sur les compos et ce qu'il va mettre, ou au contraire, tu penses qu'il trouve quelque chose là pendant ces 2 matchs? Pour moi, il y a 2 schémas. Soit vraiment, on va avoir la même compo, c'est-à-dire Tyler Adams, McKennie, Tillman, Balogun, Weah et comment il s'appelle? Pulisic. Pulisic, voilà, c'est ça que je cherchais, Pulisic à droite. Et voilà, et la défense va peut-être un petit peu bouger, mais sans plus. Soit vraiment, il va vraiment tenter des trucs. Mais alors, en attaque, c'est très limité déjà. À part sur les idées de jeu. Hein. Si on parle des profils, déjà, il est limité. Hein. Faut être honnête, tu vois, il n'a pas 15 possibilités, même au milieu. Hein. Mais c'est ses choix personnels, hein, d'ailleurs. Ah bah après, c'est lui. Après, sur ce qu'il veut inculquer et donner à ses joueurs, bon, c'est 2 choses différentes. Mais bon, pour l'instant, on peut pas dire qu'avec Pochettino, on a vu. Ah non, il peut encore nous surprendre. Hein. C'est du foot de sélection, c'est une Coupe du Monde. Ils sont à domicile, ils ont mine de rien de la qualité, on peut pas le nier. Hein. Je trouve aussi que le classement FIFA veut rien dire, mais bon, ça veut pas rien dire. Ça veut pas forcément dire ce qui est écrit, mais
ça donne une idée. C'est-à-dire que si l'équipe est top 15 FIFA, c'est qu'elle est au moins top 30 monde. Tu vois, c'est normal. C'est ça, c'est que si t'arrives à ce niveau-là, et en plus, on l'a dit forcément, tu es à domicile, donc tu vas avoir une ferveur particulière qui va normalement te porter. En tout cas, c'est généralement le cas dans toutes les Coupes du Monde. Ils peuvent peut-être passer complètement à côté. Alors, c'est vrai que tu me diras, pour la dernière, le Qatar a pas passé le premier tour. Maintenant, peut-être que le niveau du Qatar en 2022 et le niveau des États-Unis, on n'est pas sur les mêmes choses. Donc, faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Enfin, on compare un tout petit État avec un top 5 pays monde aux États-Unis. J'ai pas envie de faire. Ouais. C'est au moins ça, quoi. 260 millions d'habitants, je crois. 268, un truc comme ça. Donc bon, tu compares. On peut pas comparer. Maintenant, voilà, là, il y a ces matchs de prépa. Pour moi, ça peut être quand même un petit test significatif. Je suis pas sûr, hein. Non, toi, tu penses? Je pense que, en fait, tu vois, les matchs de Coupe du Monde, enfin, je les trouve super importants, tu vois, notamment pour la France en 2018. Je pense que le match contre les États-Unis, justement, à Lyon, il a été vachement forgeur. Ouais, il est formateur dans la victoire des Bleus. Je trouve qu'il y a vraiment eu un changement de mentalité, même dans la façon. Une fois qu'on en avait chié à battre les États-Unis à Lyon, et après ce match, je me souviens, il y a France-Australie, je me dis, on va aller la gagner. Je me le suis dit, j'étais peut-être jeune, peut-être optimiste. Je te jure, je sentais qu'il y avait ce truc de. Ça se sent, tu vois, une équipe qui peut aller loin, enfin, je sais pas, ça se sent. Ouais, des fois, justement. Une équipe qui se crée, une atmosphère, un truc collectif dans le vestiaire aussi qui peut se faire, et une prise de conscience collective de, les gars, on peut le faire, en fait. Les gars, c'est bon, ça y est, on peut. Donc, c'est pour ça que je misais un peu là-dessus. Est-ce que, là, ces matchs de prépa, tu sembles un peu plus sceptique. Bon, alors, ok. Alors, moi, je suis sceptique parce que, alors, c'est quoi? C'est Allemagne-Sénégal, c'est ça? C'est Sénégal, le 31 mai, et Allemagne le 6 juin. Donc, une semaine avant leur premier match. Le Sénégal, j'ai un peu trop peur que les joueurs ils se donnent pas à 100% parce que il leur reste un match et voilà. Alors ça, pour moi, le match le plus intéressant, ils auraient pu se tester, c'est face au Sénégal, qui je trouvais intéressant dans une opposition de style. Ouais, opposition. Parce que, clairement. Ouais, voilà, le Sénégal est vraiment dans l'intensité, tu vois, ils ont vraiment des idées, quoi. Tu sens que le Sénégal, ça taffe bien. Alors que les États-Unis, tu vois, ils ont la qualité, je pense, qui est pas forcément totalement inférieure au Sénégal, voire équivalente. C'est des équipes que je rank à peu près au même niveau. Par contre, sur l'envie, sur plein de choses. Ouais. Y a pas photo. Ouais. Et puis, t'as raison. Ça reste des matchs qui sont mal placés parce que, mine de, t'as encore un match amical après. Et puis, inconsciemment, tu te réserves un peu pour le début de la compète. C'est logique. Bah oui. Bon, donc. L'Allemagne, ça serait trop tard. Je pense que, tu vois, ils seront presque à la Coupe du Monde. Je pense pas que ces matchs vont être formateurs, mais c'est qu'un avis. À voir. Donc, bon, maintenant, on arrive sur la fin. Donc, le groupe, on est sur le Paraguay pour le premier match le 13 juin à Los Angeles à 3h. Déjà gros adversaire, hein. C'est déjà gros adversaire. Après, t'enchaînes sur l'Australie le 19 juin à 21h à Seattle. Bon, ça, normalement, si tu bats pas les Australiens, j'aime bien Moy, mais maintenant, ça vaut plus rien. Voilà. Et puis, dernier, pareil, c'est un gros morceau quand t'es les États-Unis aussi. C'est 26 juin, la Turquie à 4h du matin à Los Angeles. Bon, on va pas se mentir, ils auraient pu avoir beaucoup plus compliqué. C'est homogène, en fait. Mais c'est homogène. Pour moi, les trois, c'est ça. Tu vois, c'est un peu comme le groupe de la Côte d'Ivoire, c'est que c'est trois équipes, tu vois. Il y a une quatrième qui est un peu en dessous pour moi, enfin largement en dessous. Et t'as les trois, ça peut faire un comme troisième, tu vois. Même s'ils sont bons. Ouais, non, mais clairement. Hein. Parce que, mine de rien, tu vois, l'Australie, j'ai peur que ce soit une équipe qui joue le 0-0 à fond, les enfoirés, pour tenter de finir meilleur troisième. Je sais que les Australiens en parlent d'ailleurs, déjà. Est-ce qu'on n'est pas dans la même... Comme le Portugal en 2016, d'ailleurs. Est-ce qu'on n'est pas sur la même chose pour les Paraguayens? Pour Curaçao et tout, ouais. Mais même pour les Paraguayens, est-ce que les Paraguayens ils vont pas se dire... Non, non, tu penses pas? Ah non, Paraguayen, je te dis, au niveau de l'état d'esprit, c'est... non, état d'esprit, premier, primero, nada. C'est ce qu'ils diront. Hein. Non, ça c'est... Ah si. Sur les... non, il y a aucun problème. Je vais dans ton sens. Sur l'état d'esprit, ça, je suis d'accord, il n'y a aucun problème. Mais factuellement, tu joues le pays organisateur... Si tu fais un match nul pour ton premier match... Je te le dis d'avis extérieur, je vais pas faire un pronostic, ça sert à rien, mais je pense que le Paraguay va finir premier. Ok. Ça, j'aime bien cette prise de position. Ok. Mais regarde les joueurs. Tu penses que le Paraguay peut coiffer le Paraguay sera premier du groupe. C'est pas un truc que je pense, c'est une affirmation quand même. En tant que suiveur de cette vie. Je pense que les amis font 2 ou 3, mais... Sur le chat qui nous dit la Nouvelle-Zélande... c'est pas la Nouvelle-Zélande, hein, Malfo, c'est l'Australie. Par contre, il nous dit le Paraguay est une petite Argentine. Donc, il va dans ton sens. Malfo va dans ton sens. Ça risque d'être compliqué vraiment
pour fort, les États-Unis. Très très Moi, fort le Paraguay. Bah écoute, moi j'étais un peu plus nuancé. Je pensais que voilà, l'idée de venir pour faire le match nul, ça pouvait les contenter. Maintenant, t'as raison sur l'état d'esprit. Une équipe sud-américaine qui joue les États-Unis, elle va donner 200%. Elle va donner 200%. Donc attention, ça peut être le match piège en fait, ce que tu essaies de me dire pour les États-Unis ce match d'ouverture. Pour moi, même le Paraguay, ça m'étonnerait pas. Enfin, tu vois, les Sud-Américaines, ça va être chaud parce que t'as Pour moi, je te dis les pièges sud-américaines que tout le monde oublie, c'est Équateur et Paraguay. C'est les deux, je pense que la plupart des gens, ils font ah ouais. Ils pensent à Pacho, peut-être un petit peu à Caicedo. Puis en fait, ils oublient de regarder le 11 qui est Independiente del Valle et qui formait quasiment que à aller à Barcelona aussi un petit peu, mais majoritairement à l'Independiente. C'est monstrueux. Et surtout, ils sont habitués à jouer en altitude. C'est vrai que ça, beaucoup de gens oublient. Quand t'es habitué à jouer en altitude, ça joue. Enfin, ça joue. Sachant qu'il va y avoir des matchs à Mexico, pardon. Ouais, il va y avoir des matchs à Mexico. Et après, Malfo nous dit, Paraguay-USA, c'est d'un niveau semblable. Donc, ouais, pour vous, ouais, je pense que individuellement, les Américains sont peut-être un peu plus forts, mais collectivement et dans l'état d'esprit et dans la façon de jouer, les Paraguayens vont être plus sereins. Moi, je te dis, Paraguay, ça peut faire très mal à cette Coupe du Monde. Et surtout qu'ils ont Almiron, enfin, ils ont du joueur. Hein. Je sais que je ne les ai pas tous en tête là maintenant, mais je sais que dans mon état d'esprit, le Paraguay, c'est très fort. Bon, et puis alors après, donc là, attends, il faut se positionner sur la place des États-Unis dans ce groupe. Toi, tu partirais sur quoi? Tu partirais sur 1, 2 ou 3? Ou 2. 2, donc tu 2 parce qu'à domicile quand même. Et parce que la Turquie, super équipe, quand tu regardes le 11, tu te dis mais ça va finir premier du groupe tous les jours, ça va au moins faire demi-finale, ou enfin là j'abuse, mais des Coupes du Monde. C'est pas homogène. Mais il y a la réalité, et je sais pas, on est habitué, à part depuis 2002, la Turquie, ça réussit jamais en Coupe du Monde. Ah non, mais très clair. Bah déjà, on se l'est dit en off, mais déjà, il y a eu beaucoup de Coupes du Monde qui se sont passées 2006, 2010, 2014, 2018, je crois. Toujours décevant. Ils sont même pas là. Non, mais ils sont même pas décevants. Oui, en plus, ils sont pas là, en plus. Donc, tu vois, mais les Euros, par exemple, mais 2016 avec Emre mort, tu vois, et finalement rien. Et derrière rien. Alors après, moi, c'est ce que je dis. C'est pas la première fois, mais je trouve que t'as quand même dans cette génération turque deux talents qui sautent aux yeux, Arda Güler et Nani Yildiz. Et Yildiz, c'est deux sacrés joueurs. Hein. Voilà, tu vois, je me dis qu'avec ça, tu peux quand même espérer, on va dire, faire quelque chose. Mais je te le disais... T'as du Çalhanoğlu, t'as encore du joueur, du Yilmaz. Pour moi, ça manque encore d'homogénéité. Tu vois, ça manque de qualité. Voilà. Ça manque de qualité à certains postes. On l'a dit tout à l'heure, par exemple, dans le poste de gardien. J'ai plus de... Ouais, il n'y a pas un gardien qui se dépasse des autres. Il y a toujours une... La défense, c'est pareil. Il y a des petits jeunes qui sortent, mais c'est pareil, c'est concu. Et alors, Malfo nous dit, lui, cette poule va avoir énormément de 1 partout. Et c'est pas interdit. Hein. C'est pas interdit que moi, cette poule-là, elle se joue au goal average. Ouais, moi je pense que ça va être vraiment une poule très serrée. Très serré. Et alors donc là, si ça se termine à la 2e place, donc là je partage le tableau. Si ça vient à se terminer à la 2e place, les États-Unis joueraient donc le 2e du groupe G. Et 2e du groupe G, c'est le groupe de la Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Donc pas un cadeau. Pas forcément un cadeau. Mais alors on pourrait avoir un États-Unis-Iran en 16e de finale. Ouais, mais tu tombes sur l'Égypte ou l'Iran, dur. Hein. Ouais, alors juste pour l'Égypte surtout. Mais États-Unis-Iran en 16e de finale, c'est oui, rigolo, sans parler de l'extra sportif, mais oui. Non, mais moi je parle surtout sportivement, je pense que les États-Unis peuvent se faire sortir. Bah tu fais pas un Azmoun, un Taremi. Tu fais pas forcément une opération. Maintenant, il faut être clair. Dès que tu vas arriver dans le tableau final, va falloir se dire tu vas commencer à les jouer. Tu vois, les États-Unis est une équipe qui, je pense, si j'étais américain, c'est comme ça que je penserais. Je préfère taper un gros, tu vois. T'as toujours ce truc où t'es pas le favori que d'être dans la position du favori. Les États-Unis ont vachement de mal. Tu vois, par exemple, contre le Panama, le Costa Rica, enfin, ce genre de nations, ils ont énormément de mal parce qu'ils sont vus comme le large favori qui doit mettre 3-0, tu vois. Et ils n'arrivent pas à assumer ce statut. Et du coup, pour cette raison, non. Moi, je pense que les États-Unis préfèrent taper un gros, genre une Espagne, un Brésil, une connerie comme ça, et faire le coup de les sortir un peu comme Espagne-Russie, c'est en 2018, où ça s'est fini au péno et que la Russie va jusqu'en quart parce qu'ils sortent l'Espagne. Moi, c'est le genre de scénario que je privilégie, je pense. Ok, parce que là, juste, je suis en train de partager le tableau, mais si ça finit 2e,
Donc, comme j'ai dit, ça termine face au deuxième du groupe de la Belgique. Mais par contre, en huitième, et potentiellement, alors après, c'est toujours le jeu des qui va terminer premier, machin. Mais si on suit une certaine logique et que l'Argentine termine première de son groupe, c'est l'Argentine en huitième. Et l'Argentine. Ah, ça serait sympa pour Pochettino, il apprécierait. Hein. Ah bah, il apprécierait. Messi, je pense qu'il apprécierait aussi de jouer contre les États-Unis aussi. Mais faut il être les très connaît, clair. il les martyrise toute l'année. Mais là, faut être très très clair. Là, si tu te retrouves face à ça, c'est plus compliqué. Alors que si tu viens terminer premier, bah en 16e, tu joues un troisième de groupe. Donc on peut pas savoir parce qu'il y a plein de groupes en question. Donc logiquement, tu joues une équipe plus à ta portée. Et en 8e, si tu viens passer, tu joueras le premier de ce fameux groupe G, le groupe de la Belgique. Donc potentiellement la Belgique. Donc désolé mon copain, mais entre terminer premier où tu peux jouer la Belgique en 8e de finale et terminer deuxième où potentiellement tu peux jouer l'Argentine en 8e, il y a vraiment intérêt à terminer premier pour les États-Unis si la logique est respectée, bien sûr. Là, je suis totalement d'accord avec toi, mais après, malheureusement, il y a la réalité, et moi, je te le dis, Paraguay, pour moi, c'est premier. Ok. Bon, bah écoute. Côte d'Ivoire, Allemagne et tout, je souhaite que ce soit la Côte d'Ivoire parce que c'est une équipe que j'aime bien et que, je sais pas, je sens qu'ils peuvent. Mais si je suis d'un point de vue, réaliste, je pense pas que ce sera le cas. Par contre, pour ce groupe, moi, vraiment, je pense, c'est termine premier le Paraguay de ce groupe. Ok. Bon, bah alors donc, premier de ce groupe, mon copain, je te le dis, on va être face à un problème, c'est que est-ce qu'on les voit sortir à l'Argentine en étant deuxième de groupe ni toi ni moi, je pense on les voit sortir à l'Argentine. Ça paraît improbable quand tu regardes l'Argentine est la meilleure équipe sud-américaine actuellement, mais on sait jamais dans le football, comment dire. Donc vraiment, si on veut conclure pour notre débat, il faut qu'il termine premier. Il faut vraiment qu'il surperforme et donc Et je te dis, ça sera pas souligné par les gens si c'est le cas. C'est une surperformance s'ils finissent premier de ce groupe. Écoute, tu l'auras dit avant le début de ce mondial. Tu auras été peut-être visionnaire sur ce coup, mais je te rejoins sur un truc. Le groupe va être vachement serré. Il est beaucoup plus homogène et beaucoup moins abordable que ce qu'on pourrait penser à première vue. Le Paraguay et la Turquie, c'est chiant à jouer. Et l'Australie, c'est jamais non plus. C'est 0-0 FC. Hein. Tu vois, habitué à ça, l'Océanie, c'est comme ça. Hein. C'est loin d'être gagné. Donc franchement, pour les États-Unis, le dernier carré, il va falloir quand même un peu que les planètes s'alignent. Alors après, ils peuvent finir deuxième et l'Argentine qui finit pas première. Et donc tu joues une autre équipe que l'Argentine. Mais je suis curieux de voir, tu vois, avec le nouveau format où techniquement on est censé avoir beaucoup plus de grandes nations, c'est-à-dire au moins en 16e ou 8e, de voir qu'est-ce que fait des États-Unis, je sais pas, un Maroc face à ça, voir un peu comment ils réagissent. Parce que techniquement, ils sont censés être largement en dessous aujourd'hui maintenant. Tu vois. Ah ouais. Non, mais ça c'est rien que par le 11, sans parler de collectivement, rien qu'en regardant les joueurs individuellement. Tu vois. Ah bah c'est ça. Et là, encore une fois, on va être obligé de regarder ce que va nous concocter Pochettino. Et logiquement, il va avoir une pression quand même XXL quand même dessus. Même si on dit pas payer de foot et tout ça, machin, là tous les regards vont être braqués sur lui. Et dès le premier tour. Je pense qu'il ne sera pas forcément, justement, ce qui va peut-être pas être simple, il sera peut-être pas jugé comme un pays de connaisseurs de foot. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Il sera jugé qu'au résultat. Des États-Unis. C'est la démesure des États-Unis. C'est-à-dire qu'à un endroit, pendant, on va dire peut-être 2 ans, on te lâche la pression, c'est pas grave. Vas-y, fais ton petit truc de ton côté. On fait 2-3 articles de temps en temps. Par contre, quand t'es l'entraîneur de l'équipe qui reçoit le mondial, là, le niveau des gens, c'est beaucoup plus élevé. Et c'est. Moi, déjà là. Après, tu le sais, quand t'es Pochettino, quand tu prends le poste, hein, tu étais au courant. Hein. Oh, mais tu sais, Pochettino, il savait ce qu'il faisait. Hein. Il avait le choix, je sais plus, c'était en Italie, je crois qu'il avait des pistes avant de prendre la sélection. Je te le dis, il est allé. Il savait qu'en fait, dans le pire des cas, même s'il fait de la merde, c'est un peu la culture américaine. Il a été le sélectionneur pendant 2 ans de Team USA. Donc, dans le pire des cas, il aura un poste à Cincinnati, à Charlotte, à Sacramento s'il y a une franchise qui arrive. Ouais, il a assuré les arrières. Il a assuré il a fait le carriériste. Okay. Ouais, voilà, c'est ça. Il a fait du carriériste. C'est tout. Bon, bah écoute, merci mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce débat Team USA. Franchement, tu nous as quand même bien régalé de tes analyses. Tu nous as sorti des joueurs moi que j'avais pas. Je suis très honnête et très transparent. Diego Luna, par exemple, je le connaissais pas. Je te le dis à suivre. Diego Luna, vraiment pour les suivre de la MLS. Donc, la MLS, c'est top. Hein. C'est tous les samedis. Bon, certes, c'est des horaires compliqués. C'est entre minuit et 4h du mat. Mais
c'est facile à suivre, il y a pas, la qualité est top et c'est pas très cher. Et c'est Si vous pas avez que Apple TV, c'est gratuit. et c'est pas que le championnat Messi, il y a aussi tout un tas d'autres joueurs et tout un tas Ah d'autres. ouais, et ça a vraiment progressé et c'est vraiment intéressant à suivre. Vraiment. Eh ben merci à toi en tout cas d'avoir participé, vrai plaisir. Et puis maintenant tu reviens quand tu veux, hein. Tu sais, t'es ici chez toi. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme je l'ai dit au début de ce live, à commenter, liker et partager. Vous abonner si vous venez de suivre le live. Le live sera disponible en replay dans quelques minutes et aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes comme Apple Podcast, Spotify et Deezer. Et puis, comme d'habitude, vous gardez en tête, quoi, ces copains, on est ouvert toute l'année. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.